Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'architecture invisible qui fait tourner tout notre monde numérique. On va décortiquer pas à pas comment une simple information voyage à travers le monde à une vitesse folle. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment ce voyage quasi instantané est-il possible? Eh bien non, ce n'est pas de la magie, c'est le résultat d'une ingénierie absolument brillante. Alors suivons ensemble le chemin d'un petit paquet de données, depuis le clavier jusqu'à sa destination. Pour bien piger le truc, il faut commencer tout petit. Imaginez un réseau dans sa forme la plus simple. Quelques ordinateurs dans la même pièce. Un petit bureau par exemple. Ils ont besoin de se parler. C'est notre point de départ. Au cœur de ce petit réseau, on a un appareil qui est essentiel, le switch ou commutateur. Son rôle est hyper simple, mais il est crucial. Il permet à tous les appareils de communiquer directement les uns avec les autres. C'est un peu le chef d'orchestre du quartier. Et concrètement, comment ça se passe? C'est simple. Le PC1 envoie son message au switch en disant « Eh, ça c'est pour le PC2 ». Le switch, lui, il est malin. Il tient une sorte de carnet d'adresses et il sait exactement où se trouve le PC2. Du coup, il lui transmet le message directement sans embêter personne d'autre. C'est efficace, c'est rapide et c'est privé. Cet ensemble d'appareils, tous connectés ensemble par un switch, eh bien ça forme ce qu'on appelle un LAN, pour Local Area Network. Le point vraiment important à retenir, c'est que tous les membres de ce réseau partagent une adresse qui se ressemble. C'est comme si toutes les maisons d'une rue partageaient le même nom de rue. Elles font partie du même voisinage. Bon, c'est sympa de pouvoir discuter avec ses voisins, mais la vraie puissance d'Internet, c'est de pouvoir parler au monde entier, pas vrai? Alors, comment on fait pour que notre petit quartier numérique puisse communiquer avec tous les autres? Et c'est là, pile à ce moment-là, que notre bon vieux Switch, eh bien, il montre ses limites. Il est parfait pour distribuer le courrier dans son propre quartier, mais il ne connaît que sa rue. Il n'a aucune idée de comment envoyer une lettre dans une autre ville. Il nous faut donc un nouvel équipement, un équipement plus intelligent. Et cet équipement, c'est le routeur. Son nom est assez parlant, non? Son job, c'est de trouver la meilleure route pour que les données voyagent d'un réseau à un autre. C'est lui, le pont qui connecte notre petit réseau local à l'immensité d'Internet. Cette analogie du bureau de poste, franchement, je la trouve parfaite. Si le switch est le facteur qui connaît sa tournée par cœur, le routeur, lui, c'est le grand centre de tri. Il reçoit un paquet, il regarde l'adresse lointaine et il dit « Ok, ça part sur l'autoroute du Nord pour telle ville ». Il prend des décisions à grande échelle. Sauf que il y a un hic, et un gros. On a des milliards d'appareils connectés dans le monde, des ordis, des téléphones, des montres, mais le nombre d'adresses Internet publiques, uniques, un peu comme les adresses postales, est limité. Alors comment on fait? La solution, c'est une petite merveille d'ingéniosité, une technologie absolument fondamentale, le NAT, pour Network Address Translation. C'est grâce à cette astuce que des centaines d'appareils dans une maison ou un bureau peuvent tous surfer sur le web en partageant une seule et même adresse publique. L'idée, c'est exactement comme un grand standard téléphonique dans une entreprise. À l'intérieur, il y a plein de postes avec des numéros courts, 101, 102, etc. Mais pour le monde extérieur, il n'y a qu'un seul numéro public. Le NAT, c'est ce standardiste qui reçoit les appels de l'extérieur et sait exactement à quel poste les transférer. Donc si on résume, c'est simple. L'adresse IP privée, c'est votre numéro de poste interne, connu seulement dans l'entreprise. L'adresse IP publique, c'est le numéro principal de la boîte, votre visage sur l'Internet mondial. Et c'est le routeur, avec sa fonction NAT, qui fait le traducteur entre ces deux mondes. Bon, maintenant que nos réseaux sont connectés, il est temps de mettre un peu d'ordre, d'automatiser et surtout de sécuriser tout ça. On passe de la simple connexion à une infrastructure vraiment intelligente. Reprenons notre image du bureau. Imaginez que, pour des raisons de sécurité, le service vente ne doive pas pouvoir accéder au serveur de la compta. Logique, non? Eh bien, les VLAN, les réseaux locaux virtuels, ça sert exactement à ça. Sur un seul et même switch, on peut créer des groupes logiques totalement isolés. C'est comme si on construisait des murs virtuels entre les départements. Franchement, si on devait configurer chaque nouvel appareil à la main, ce serait un vrai cauchemar. C'est là que le DHCP entre en jeu. Lui, c'est un peu le concierge parfait du réseau. Dès qu'un nouvel appareil se connecte, le DHCP lui dit « Bienvenue » et lui donne automatiquement une adresse et tout ce dont il a besoin pour fonctionner. C'est simple, c'est rapide et ça évite plein d'erreurs. Ok, on a tout organisé, c'est bien, mais la sécurité, c'est encore plus important. On a séparé nos services avec les VLAN, mais il nous faut des règles du jeu beaucoup plus strictes pour contrôler qui a le droit de parler à qui et surtout qui peut entrer et sortir du réseau. Et pour ça, on a un outil, les listes de contrôle d'accès, les fameuses ACL. Pensez à ça comme au service de sécurité du réseau. Chaque petit paquet de données qui passe est contrôlé et comparé à une liste de règles. Toi tu passes pas. Et attention, tous les agents de sécurité ne se valent pas. D'un côté, on a l'ACL standard. C'est un peu le videur de boîte de nuit. Il regarde juste d'où on vient et décide si on entre. Et de l'autre, on a l'ACL étendu. Lui, c'est un agent de sécurité beaucoup plus pointilleux. Il arrête le paquet et demande « Qui es-tu? Où vas-tu? Et pour faire quoi exactement ?»
C'est bien plus précis et donc bien plus sécurisé. Et puis, il y a une question essentielle. Comment l'administrateur gère tout ce matériel à distance de manière sûre? Ce serait la catastrophe si les mots de passe se baladaient en clair sur le réseau. C'est pour ça qu'existe le SSH. C'est un protocole qui crée un tunnel de communication totalement chiffré, un passage secret blindé qui rend les commandes illisibles pour quiconque essayerait d'espionner. Ok, récapitulons. On a un réseau qui est connecté, organisé, sécurisé. C'est top. Mais que se passe-t-il si un câble est coupé? La toute dernière étape, c'est de rendre notre réseau résilient, capable de survivre aux pannes. Le problème avec une configuration manuelle, c'est que c'est fragile. C'est comme programmer son GPS en lui disant « Tu dois impérativement prendre cette route et uniquement celle-là. » S'il y a un accident sur cette route, eh bien, on est bloqué. Le système ne sait pas trouver un chemin alternatif. C'est là que toute la magie du routage dynamique opère. Avec des protocoles comme OSPF, les routeurs deviennent vraiment intelligents. Ils ne suivent pas bêtement des ordres. Non, ils cartographient le réseau en temps réel et se parlent entre eux. Si un lien tombe, c'est comme s'ils s'appelaient tous pour dire « Attention, l'autoroute A1 est coupée » et ils recalculent instantanément le meilleur nouvel itinéraire. Le réseau se guérit lui-même, en quelques secondes à peine. Et voilà le parcours. On est parti d'une toute petite conversation entre deux ordinateurs pour arriver à une infrastructure mondiale, intelligente, sécurisée et qui se répare toute seule. Alors, la prochaine fois que vous cliquerez sur un lien, j'espère que vous penserez à cet incroyable voyage invisible à travers les switches, les routeurs, les gardes du corps virtuels et les autoroutes qui se réparent en un clin d'œil. Ce monde numérique qui nous paraît si simple est en fait construit sur une architecture qui est absolument fascinante.